Bienvenue à ce 6e épisode de Par la bande. Raymond Poirier avec vous, ici à la Maison de la littérature dans le cadre du 34e Festival Québec BD. Et un plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission où, vous le savez, on explore à chaque épisode, dans le fond, une thématique autour d'un album en compagnie de son auteur ou de son autrice. Et pour cet épisode, on va se lancer dans la thématique de l'adolescence et de la maturité. On va le faire en compagnie de différents invités, Jocelyn Boisvert, Maryse Dubuc ainsi que Marie-Noëlle Hébert, mais tout ça autour du travail de l'autrice Catherine Lepage et tout particulièrement de son album Bouée. Alors Catherine Lepage, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, d'entrée de jeu, plaçons un peu les choses. Donc, dans tes précédents ouvrages, je pense que ça fait une tranche d'angoisse, 12 mois sans intérêt, zoothérapie. On va chercher des thématiques qui sont quand même assez difficiles, dépression, angoisse. Avec Bouée, on refait un peu ça à travers la quête d'identité, à travers l'adolescence. On est un peu dans une dynamique où, à travers ton travail, tu cherches un peu à te positionner par rapport à qui tu es, à qui tu as été, d'une certaine manière. Ben oui, puis c'est bien que tu mettes Bouée en parallèle avec mes livres précédents parce que quand je regarde l'évolution, tu sais, mon premier livre naissait de cette expérience négative-là qui était la dépression et que j'ai eu envie de transcender pour en faire quelque chose de positif. Puis je l'ai fait d'une manière assez spontanée, instinctive, sans réfléchir à la portée de ça, puis avec un peu une impression que j'avais aucune solution, donc mon livre était inutile, mais avec les feedbacks que j'ai eus, je me suis rendu compte que juste le fait de parler de ça, ça apportait un certain soulagement à des personnes qui s'identifiaient ou qui vivaient les mêmes choses en silence. Donc, j'ai continué à exploiter ça, tu sais, de fouiller mes zones d'ombre, puis j'ai continué à chercher, bon, OK, ben la dépression, qu'est-ce qui m'a mené là? Puis quels sont les côtés de ma personnalité qui sont plus à l'ombre ou que je cache? Pourquoi? Tout ça, puis dans le fond, c'est ça la matière que j'aime exploiter. Puis nécessairement, quand on se pose ces questions-là, quand on essaie de voir un peu d'où nos côtés plus sombres, des fois, sont nés ou sont éclos, mais ça nous ramène aussi à quand on était plus jeune, entre autres à l'adolescence, qui est une période où on fait plein de choix, mais sans nécessairement les réfléchir, sans nécessairement que ce soit les bons choix pour les bonnes raisons. Puis finalement, on se rend compte que ça a des impacts, tout ça, par la suite. Oui, ben c'est ça. C'est mon travail d'introspection qui m'a mené à revisiter mon adolescence. Puis, tu sais, ce que j'ai identifié comme étant probablement la source de beaucoup de mes problèmes, c'est la peur du rejet. Tu sais, que dès l'enfance, qu'est-ce qu'on fait pour être accepté? Qu'est-ce qu'on fait pour plaire, pour faire partie du groupe, puis pour avoir des amis? Tu sais, puis je me suis rendu compte qu'à mon insu, je me suis bâti une personnalité conforme, entre guillemets, en ayant l'impression que c'était moi, tu sais, mais en reniant une partie constamment, très habilement, parce que j'ai eu du mal à détricoter tout ça rendu adulte, tu sais, puis de voir qui on est vraiment, finalement. Oui, c'est ça. Puis aussi, dans ces accidents de parcours-là, il y a des choses qu'aujourd'hui, j'aime encore. Tu sais, des choix que j'ai faits jeune, mettons, d'écouter du Metallica parce que les personnes cool, ils écoutaient ça. J'aime encore ça aujourd'hui, du Metallica. Il y a quand même, tu sais, des choses que tu dis, ben ça, je le garde. Mais il y a beaucoup de choses que tu te rends compte que tu as fait un peu en suivant le courant, mais qui te ressemblent pas, tu sais. Puis la façon dont tu procèdes à l'intérieur du livre pour nous amener un peu justement à bien saisir le courant que tu suis, les courants que tu t'appropries aussi d'une certaine façon, c'est à travers l'esthétique. C'est à travers, entre autres, tes cheveux. Dans le fond, j'ai l'impression que chaque épisode, chaque segment est marqué par une coupe de cheveux, par un style vestimentaire. Puis c'est un peu à travers ça aussi que ton avatar d'Emboué essaie de plaire. Oui, c'est une manière de se coller une étiquette soi-même, tu sais, de dire, ben moi, j'appartiens à ce groupe-là. Moi, ce monde-là, je trouve qu'ils sont cool, je veux être comme eux. Fait que tu mimes un peu ou tu adoptes le look vestimentaire, les coupes de cheveux pour fitter, pour être dans un type d'image que tu trouves que c'est ça qu'il faut, que tu veux. Puis à travers ça, ça permet de marquer d'un côté les épisodes. Donc, je trouve aussi bien incarner cette quête-là d'identité parce que faut le faire aussi par le visuel. Oui. Donc, je trouve que ça contribue dans le fond à tout ça.
Ben, moi, il y avait quelque chose d'intéressant dans le côté superficiel de tout ça, qui est le look puis les cheveux. Mais en même temps, je trouvais ça le fun de parler de quelque chose de plus profond avec ces éléments-là. Parce que dans le fond, la quête identitaire, c'est un sujet super vaste aussi. Tu sais, il y avait quelque chose de plus profond, en fait, qui était le fun à mettre en contraste avec la superficialité du salon de coiffure. Ouais. Oui, mais en fait, ça permet un peu aussi d'humour, de sourire, de recul, peut-être aussi, de recul amusé par rapport à qui on était, tout en escamotant pas les côtés plus sérieux, plus denses, plus sombres aussi des choix qu'on faisait. Oui, oui, de revisiter tout ça, c'est... Moi, ça me permet aussi, tu sais, de comme accepter ou, tu sais, assumer des photos gênantes, des photos de finissant, des coupes de cheveux, puis tout. Puis c'est juste drôle aussi de voir ça avec du recul, mais... Avec du recul, puis avec un recul aussi, bon, au-delà de l'aspect esthétique, pour l'ensemble de ce que tu présentes, puis des doutes, puis des choix et le reste qui sont d'embouer, dans le contexte où il y a des adolescents de venir qui sont chez vous aussi. Donc, j'imagine que d'aller nous inviter, nous lecteurs, dans ton intimité, ça va être éventuellement d'inviter tes enfants qui, eux aussi, vont devenir des lecteurs dans cette intimité-là que tu partages. Là, tu rentres dans une... oui, ben là, j'ai des enfants, là, puis effectivement, l'adolescence, tu sais, si je veux préparer le terrain en essayant de leur faire éviter ces choses-là, ça va être pire, je pense. Tu sais, des fois, tu leur dis « faites pas ça », je l'ai fait, puis c'était une erreur, c'est pire, ils vont vouloir l'essayer encore plus. Fait que je sais pas si ça marche, tu sais, dans l'optique de dire je partage mes erreurs, ne les faites pas ». Ouais, des fois, ça marche pas, cette stratégie-là. Et puis, à la limite, même, ils vont pouvoir voir, ben, maman, elle a fait des erreurs finalement, puis voici, puis... Oui, c'est ça. Hey, t'es qui pour me dire de ne pas aller dans tel bar, tu sais? Hey, ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une pensée qu'on a avant d'attaquer un ouvrage comme Bouée, justement? C'est sûr que j'y ai pensé. Oui, j'ai pensé qu'un jour, mes enfants vont lire ça. Puis ça me dérange pas trop, mais je voudrais pas, mettons, que à l'adolescence, à l'école secondaire, du monde trouve mon livre puis disent « Ah, ta mère, elle a fait ça », puis se mettent à rire de mes filles parce que ce que moi j'ai fait, ça, j'aimais pas cette idée-là. Mais j'ai pas de misère à discuter de... Pour l'instant, mes filles l'ont pas lu, là, je trouve qu'ils sont trop jeunes, mais quand éventuellement ils vont le lire, ça va amener des discussions, je trouve ça juste le fun, là. Oui, ben autour d'un point commun, parce que on l'a tous vécu, puis où on va toute la vivre au bout du compte, cette adolescence-là. Ouais. Et on va poursuivre un peu sur ces discussions-là. Je pense qu'on a placé quelques thématiques qu'on va explorer avec nos invités au fil de l'émission. Donc, Catherine Lepage, évidemment, tu restes avec nous. Et peut-être question de se mettre un peu des idées de lecture en tête. On va aller rejoindre Laurent Boutin de la librairie Planète BD qui va nous faire quelques suggestions en lien avec l'adolescence et la maturité. Bonjour, mon nom est Laurent Boutin, je suis libraire à la librairie Planète BD à Montréal. On m'a invité aujourd'hui pour faire des suggestions sur les récits d'adolescence. Donc, c'est un vaste sujet où il y a de plus en plus de propositions. J'ai décidé de commencer avec 2 livres de Mariko Tamaki, en fait, qui est une scénariste. Tout d'abord, ce premier livre, Cet été-là, qu'elle a fait en collaboration avec sa cousine dessinatrice, Gillian Tamaki. Cet été-là, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, en fait, passe ses vacances dans toujours le même chalet avec sa famille. Elle y revient chaque année. Elle y retrouve tout le temps la même amie, mais on sent que cette fois-ci, l'écart d'âge, ou en tout cas la maturité entre les 2 amis se creuse. En fait, on sent qu'on est vraiment à un âge charnière pour une des deux, où on commence à comprendre un peu ce qui se passe du monde adulte, où on n'est plus tout à fait à l'abri des soucis qui se passent dans la famille, avec les parents, dans le monde qui nous entoure. Donc, c'est vraiment un album magnifique avec un dessin aussi qui l'est tout autant très, très vivant, très fluide. Et c'est vraiment un beau récit très touchant. Sinon, de la même scénariste, donc Mariko Tamaki, mais cette fois-ci avec Rosemary Valero O'Connell. Cet album-ci qui s'appelle Mes ruptures avec Laura Dean, qui met en scène un peu le premier amour d'une jeune fille avec une de ses camarades de classe qui
tour à tour la séduit, l'ignore, la rejette et tout. C'est vraiment un très bel album aussi sur les premiers amours, mais aussi sur les relations toxiques. Donc vraiment, encore là, un récit d'apprentissage, un coming of age, comme on dit, très, très sensible et touchant. Sinon, ce livre-ci, Speak, de Emily Carroll, qui met en scène une jeune fille d'une quinzaine d'années qui est un peu ostracisée à son école, en fait, parce qu'elle avait appelé la police lors d'une grande fête de fin d'année, comme au printemps précédent. Tout le monde pense que c'est une rabat-joie et une espèce de stool, comme on dit. En fait, ce qu'on apprend au fur et à mesure, c'est que cette jeune fille-là, dis-je, a subi une agression lors de la fête, mais qu'elle a beaucoup de difficultés à en parler. Elle n'ose pas ouvrir la porte. Cette personne-là est encore présente dans son école, donc c'est comme un calvaire de tous les jours de se lever, d'aller côtoyer cette personne-là. Encore là, un récit très dur, mais très touchant sur une réalité qui est malheureusement encore beaucoup trop vécue. Sinon, quelques suggestions un peu plus locales. Donc, des suggestions québécoises ici. Le maintenant classique Jimmy et le Bigfoot de Pascal Girard, où on suit le sus-mentionné Jimmy, qui lui aussi a des problèmes à l'école puisqu'il il est devenu malgré lui un mème. C'est-à-dire qu'un de ses amis l'a filmé en train de danser un peu n'importe comment et qu'il est devenu viral sur Internet malgré lui. Et qu'à travers tout ça, des gens qui se moquent de lui et tout, c'est à travers le monde entier. Il est aussi le neveu d'un homme comme à Chicoutimi, donc ça se passe là, qui est persuadé d'avoir vu le Bigfoot, donc en plus d'avoir sa propre humiliation à subir, il est comme aussi par association un peu dans sa famille avec le weirdo du coin. Sinon, deux suggestions qui sont très différentes, mais que je trouve qui ont un esprit semblable ici. Glorieux printemps de Sophie Bédard, qui est une série en 4 volumes aux éditions Pawpaw, et Les autres de Iris, qui passe dans la revue Curium, publié en album chez Bayard Canada. Je les mets ensemble, en fait, c'est Glorieux printemps, mais présente une couple de jeunes qui sont vraiment à la fin de leur secondaire, donc vraiment l'étape finale, secondaire 5, aller ensuite choisir aller au cégep ou en quoi et tout ce passage-là vers une vie plus adulte. Et les autres, eux, ça met en scène plutôt, je pense que la définition, c'est qu'ils sont ni les sportifs, ni les rejets, ni ils sont vraiment comme l'espèce d'entre-deux, un peu anonyme là, d'une vie à l'école secondaire. Donc, auquel je m'identifie particulièrement, en tout cas à l'époque. Je trouve que c'est des albums qui sont pas dans une représentation de l'adolescence, mais qui parlent exactement comme des adolescents. Donc, c'est peut-être des albums qui sont parfois un peu plus crus. Le langage est plus relâché, les thématiques aussi, mais je trouve que ça définit très bien ce qui est vraiment l'adolescence. C'est pas un récit qui est formaté pour que les parents trouvent que ça soit des bonnes lectures. C'est vraiment des trucs qui parlent directement à des adolescents et leurs préoccupations là, qu'ils ont à cet âge-là. Donc, je pense que c'est à mettre en toutes les mains adolescentes, malgré que ça peut avoir l'air plus raide pour avec le recul adulte. Je pense que ce sont des albums importants. Alors, toujours dans le cadre de Par la bande, on passe maintenant à un segment, à l'apanage peut-être un peu plus d'une table ronde où on va échanger autour de notre thématique. Toujours en compagnie de Catherine Lepage, mais maintenant en compagnie également de la scénariste dénombrée Maryse Dubuc et du scénariste de Mort et déterré Jocelyn Boisvert. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, peut-être d'entrée de jeu, en fait, Maryse, Jocelyn, vous êtes consacrée en bonne partie au fil des ans à explorer l'adolescence, tant par la bande dessinée que par d'autres médiums. De votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser peut-être un peu à travers vos séries à cette période-là? Moi, par rapport à l'adolescence, j'écris de la littérature jeunesse depuis plus de 25 ans. Puis,
c'est comme un peu ma période un peu chouchou. En fait, je suis quasiment prisonnier de cette période-là. Je voudrais écrire pour les adultes et tout, mais j'ai développé tellement d'idées, tellement de projets puis en même temps, c'est aussi mon public. Je le sens bien. L'adolescence, c'est l'âge de tous les possibles. Puis en littérature jeunesse, souvent, tout est possible aussi. On peut se permettre un peu toutes les fantaisies. Fait que je me sens, c'est une période, un âge où je me sens vraiment bien, en fait. Puis un âge qui permet d'explorer des thématiques, je pense à Mort et déterré, où on aborde le deuil quand même de façon assez frontale dans le premier tome, par exemple. Oui, ben, tout à fait. C'est le thème central de la bande dessinée. Hein. Je veux dire, j'utilise le zombie comme un personnage sympathique, c'est drôle, ça met une espèce de couleur, une saveur à l'histoire. Mais au bout de la ligne, ben, on parle de la mort, surtout, et même le personnage se pose la question, il dit, mais je suis quoi, moi, maintenant? Est-ce que je suis vivant? Je suis mort? Donc, ça donne une espèce de dimension plus existentielle à la série. Et Maryse Dubuc, de ton côté, bien évidemment, Les Nombris, c'est autour de l'univers de l'adolescence. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça ou qu'est-ce qui t'a amené aussi à rester là-dedans au fil des années et à continuer d'explorer et d'exploiter ce créneau-là, ce type de récit-là? Ben, je dirais que l'adolescence, c'est un peu à la fois le sujet et le prétexte. On parle de l'adolescence et il y a tellement à dire au sujet de tout ce qui arrive pendant l'adolescence, mais c'est aussi un prétexte. C'est une façon de parler de façon détournée de la société qui nous entoure, de ses défauts, de ses détours. Donc, c'est une façon on utilise l'adolescence pour parler de la société en général, mais on parle de l'adolescence en tant que telle. Donc, c'est un peu, je sais pas, c'est un sujet tellement vaste parce que, tu sais, c'est quoi l'adolescence de toute façon? Ça commence quand? Ça finit quand? Qu'est-ce qui la caractérise exactement? C'est beaucoup de choses. Et puis, un élément qui ressort beaucoup de vos trois albums, vos trois séries ou albums, selon le cas, c'est, j'ai l'impression, beaucoup la quête d'identité. Dans le fond, c'est l'élément un peu déterminant, qui on est, où on s'en va, on essaie, on fait des erreurs. J'imagine que ça devient un moteur de récit aussi assez intéressant parce qu'on peut explorer des personnages qui sont en construction d'eux-mêmes, qui font des choix sans nécessairement savoir pourquoi, puis sans nécessairement savoir vers quoi ça va déboucher, tout ça, au bout du compte. Et puis des conséquences aussi de ces choix-là. Comme adulte, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de revenir là-dessus puis de voir les choix que tu as faits, où est-ce qu'ils t'ont mené, d'imaginer qu'est-ce que ta vie aurait été si tu avais fait un autre choix. Mais dans la construction de l'identité, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez universel aussi. Puis que même comme adulte, je pense qu'on continue encore de se construire. Mais bon, à l'adolescence, c'est clair qu'il y a un paquet de choses qui nous confrontent. Puis justement, le fait d'aller, d'être à l'école, c'est quand même un milieu particulier, là, être dans une école au secondaire. Là. C'est un apprentissage difficile des relations interpersonnelles. Puis comment tu réagis à ça? Comment tu te construis à travers ça? C'est un peu ça le sujet de mon livre. Imaginez en plus en temps de pandémie avec des masques. Incroyable. Ça augmente le degré de difficulté, là. Oui. Oui, en termes de... Au moins, si tu as des boutons, puis tu peux les cacher avec ton... Oui, ou mauvaise haleine. C'est sûr qu'il y a des avantages. C'est ça. Oui, mais c'est clair que le contexte scolaire, par exemple, on pense au nombril, je veux dire, la quantité de pression qui peut émaner de ce contexte-là, qui amène les filles à faire des choix qui sont parfois bons, parfois mauvais. Au bout du compte, ça devient très, très inspirant, j'imagine, comme contexte, parce qu'il y a beaucoup de situations qu'on peut extrapoler de ça, soit tirées de sa propre expérience, l'expérience de d'autres ou d'autres sources d'inspiration, là. Oui, c'est ça. L'adolescence, c'est comme un concentré d'une période un concentré de décision. Mais comme Catherine le mentionnait, c'est que c'est aussi que tu es coincé dans ton microcosme là, à l'adolescence. Tu es coincé dans ta poly avec toujours le même monde. Puis si tu fais une erreur qui affecte ta réputation, ça va t'affecter pendant les 5 années de ton secondaire. En tant qu'adulte, on a peut-être un peu plus la possibilité de choisir de s'extraire d'un milieu si quelque chose tourne vraiment très, très mal, changer de boulot ou changer de ville si c'est nécessaire. Mais en tant qu'ado, tu es coincé. Donc, il y a vraiment... Je me demande, Maryse, justement, moi je parle de mon adolescence à moi, qui était à une époque où il n'y avait pas de technologie comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'Internet. Fait que ces histoires-là de réputation de nos jours, ça doit être terrible. Hein? Puis comment tu fais pour scénariser ça, ne l'ayant pas vécu toi-même? As-tu un réseau d'adolescents que tu consultes pour
Surtout pas, parce que, toi, tu as la perspective que c'est ta propre histoire, mais à quelque part, dans les nombris, on ne raconte pas du tout notre propre histoire, mais il ne faut pas non plus raconter l'histoire de des adolescents avec notre regard d'adulte. Donc, non, c'est ça. Ajouter la technologie, puis c'est sûr qu'à quelque part, parfois, dans la création de l'histoire, les personnages qui peuvent toujours se contacter les uns les autres parce qu'ils ont toujours leur téléphone sur eux. Il y a un moment où, pendant qu'on écrivait les nombris, que c'est devenu si commun que chaque ado ait un téléphone sur lui et ça a affecté l'histoire. Effectivement, la technologie, c'est... Vous avez même ajusté les albums aussi. Au niveau de la technologie, là, changer des détails pour les rendre plus à date. Oui, c'est ça, parce que la vie des ados, puis effectivement, comme Catherine le disait, le niveau de gaffe que tu peux faire avec ta réputation, avant, c'était dans ton école, mais maintenant, c'est mondial. C'est fou, oui, non, c'est ça, c'est fou. Là. C'est comme une espèce de miroir grossissant, une espèce de loupe. Tout le monde peut le voir, c'est éternel. Après, ça reste tout le temps. Là. C'est comme la crainte du faux pas. Là. C'est pas vivable. Là. C'est comme une pression terrible. Oui, quand tu n'as pas encore eu écrit sur l'adolescence, parce que tout est tellement ultime. Tout est tellement... intense. C'est ça, c'est tellement riche. Et Jocelyn Boisvert, je te vois piner du bonnet depuis tout à l'heure, là, sur à peu près tout ce qui est dit du côté de Catherine et Maryse. Moi, je trouve que, on parlait des adolescents, là, mais aujourd'hui, là, les adultes, c'est les nouveaux adolescents, on est des éternels adolescents. On est toujours en plein changement, en pleine mutation. C'est comme si ce côté-là là, de monde des possibles, on l'a encore. Aujourd'hui, les adultes, on peut facilement changer de métier. On fait beaucoup plus de métiers, changer d'amoureux, changer de... On dirait qu'avant, c'était vraiment plus une période, c'était l'adolescence. Après ça, tu as l'âge adulte plus défini et tout. Là, vraiment, on a comme fait... Non, on aimait bien, je pense, l'adolescence, où tout était possible. On a comme besoin d'y croire qu'on peut se métamorphoser, on peut devenir quelqu'un d'autre. Je trouve ça... voilà. Oui, puis en autant, j'imagine, et tu parles d'expérience, dans le fond, quand on va chercher, par exemple, l'expérience qu'on a comme adulte, je pense que le défi, c'est aussi de transposer, dans le fond, de parler de façon crédible à un jeune public dans votre cas, mais surtout, quand on fait parler l'adolescent qu'on a été ou un adolescent qu'on invente, qu'on crée, comment on réussit à avoir le langage juste, comment on réussit à reproduire un peu la manière dont on était, la manière dont on réfléchissait, sans sombrer non plus dans une certaine caricature au bout du compte, là. Ça reste un défi, à mon sens. C'est vraiment difficile. Comme moi, je ne me verrais pas aujourd'hui écrire comme un roman de dire, là, je vais parler de la nouvelle génération, je vais parler des ados. J'aurais énormément de difficultés, mais je pourrais faire comme Catherine t'a fait dans Bouée, je pourrais raconter ma jeunesse. Ça, je pourrais le faire. Je l'ai vraiment vécu. Je me sens apte à le faire. C'est légitime que je puisse le faire. Mais aujourd'hui, les jeunes, puis j'ai des enfants ados. C'est ça, j'ai quand même... Je suis aux premières loges. Mais il y a des choses qui m'échappent quand même. Je n'ai pas la prétention de dire non, mais je comprends vraiment bien ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, avec les paramètres actuels, il y a des choses qui m'échappent clairement. Oui. Moi, je ne me verrais pas écrire non plus pour faire quelque chose en ayant en tête, je vais m'adresser à un public cible ado qui est actuel. Je ne me sentirais pas du tout apte à faire ça. Ce qui fait que Bouée parle de l'adolescence, c'est juste parce que je reviens sur la mienne, puis c'est pour traiter d'un autre, c'est pour traiter de cette construction-là de l'identité. Donc, ça se passait à ce moment-là, là, mais c'est pas... j'écris pas non plus pour les ados, mais ça finit par les toucher. T'sais, mes livres précédents aussi, dans ma tête, je les faisais pour les adultes, puis je me rends compte que ça parle énormément aux ados. Mais peut-être aussi que les ados aiment qu'on leur parle comme à des adultes, qu'on les traite pas en changeant de ton, là, dans le fond. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression, justement, quand on parle à l'adolescent, qu'on a besoin d'y parler un peu en adulte aussi, que dans le fond, si on lui parle en ado, si on le regarde un peu de haut, on va le perdre, il va décrocher au bout du compte. C'est sûr qu'on va le perdre, tout ça, on va être pathétique. Là. Pour avoir des enfants ados, là, c'est sûr, là, c'est un échec assuré. Tu sais, moi, je prends, mettons, Mort et déterré, puis c'est une histoire d'adolescents, puis c'est très déjanté, tout ça. Mais à la base, je ne veux pas faire plaisir à des adolescents en écrivant cette bande dessinée-là. Je veux vraiment me faire plaisir à moi.
Tu sais, c'est vraiment l'ado en moi que je contente en premier lieu. Là. Je me dis pas, ah oui, je vais faire ça, parce que les ados aujourd'hui aiment bien telle chose. Oui. Pas du tout, là. Oui, puis c'est moi, en écrivant Bouée, j'avais souvent un recul en me disant est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vivent encore ça? Tu sais, moi, la Bouée, c'était beaucoup la peur du rejet, puis la fille son seul but dans la vie, c'est d'avoir un chum, tu sais. Puis je me disais, j'espère que les filles aujourd'hui sont un petit peu plus éloignées de ça, ou tu sais, que la quête du prince charmant est moins présente, mais bon, en même temps, des commentaires que j'ai, ça a l'air d'être encore très... les enjeux toujours actuels, malgré l'époque qui est différente, le fond, puis le ressenti, puis les étapes émotives sont similaires. Surtout, tu as mis le doigt, j'ai l'impression, sur l'aspect de l'intensité des émotions, parce que je pense que c'est pas l'ampleur de l'histoire d'amour, la longueur et le reste, c'est l'intensité à laquelle on va vivre cette histoire-là, à laquelle on veut vivre cette histoire-là, à laquelle on veut être accepté. Et j'imagine que même en termes de construction de personnages, il faut travailler avec des personnages qui ont une certaine intensité, comme ça aussi, auxquels on doit donner une intensité qui est crédible, en les amenant vers l'humour ou en les amenant vers un côté plus dramatique aussi, mais cette intensité-là est omniprésente, j'ai l'impression, dans tous les personnages qu'on découvre. Là, on vit à puissance 1000 toutes. Là, c'est même au niveau hormonal. J'écoutais un podcast aujourd'hui d'un neuropsychiatre américain qui parlait du fait que à l'adolescence, il y a des hormones dans ton cerveau, en fait, qui te poussent à t'éloigner du nid familial et qui te poussent à prendre des décisions un peu dangereuses, de risquer plus que quand tu étais enfant ou que quand tu... Cette hormone-là devait être vraiment très élevée chez moi. Oui, c'est ça, parce que ça correspond complètement là, à la bande dessinée. Là. Et fait intéressant, j'imagine, en fait, on fait une parenthèse, mais on parle de quête d'identité, d'évolution. J'imagine qu'à un moment donné, quand on pense au nombril, le fait d'avoir choisi de faire évoluer votre série, vos personnages, c'est qu'à un moment donné, si on raconte l'adolescence et qu'on n'a pas cette évolution-là, cette quête-là et ces changements-là, on perd, dans le fond, une partie importante de la nature même de l'adolescence. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est des changements. À l'adolescence, tu te revires sur un dizaine. À un moment donné, tu t'ajustes à des nouvelles circonstances, à des nouvelles envies, des nouveaux besoins. Donc, c'est ça. C'est des évolutions qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Un ado, tu ne l'as pas vu pendant 3 mois, tu ne l'as pas vu pendant 6 mois, tu ne le reconnais quasiment plus. Il a poussé de 6 pouces, il a changé, il a pris une carrure. Ou des courbes, ou peu importe, mais les changements sont rapides et ils sont sur plusieurs niveaux en même temps. Donc le changement de la pensée aussi. Hein. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il drive, que tout est changé. Parce que hier, je lisais la bande dessinée Bouée, puis je pensais à ma fille qui a 15 ans, puis je me disais, je pense que ça lui parlerait vraiment. Puis c'est vraiment une bande dessinée qui était inscrite dans une époque, là, on le sent très, très bien. Là. Oui. Puis, mais justement, elle le lirait avec attention parce que c'est franc, parce que c'est vrai, puis c'est de quoi qu'on sent vraiment, là, tu sais. Donc, on veut un vrai témoignage, mais tu sais, une œuvre faite pour nous contenter, je dis pas que ça me dit ça. Oui, ou j'ai l'impression même pire qu'une œuvre faite pour contenter, ce serait une œuvre faite pour faire la morale, au bout du compte, pour expliquer, pour donner une bonne leçon à quelqu'un. Oui, bien, puis c'est pour ça que je mets toujours de l'avant la vulnérabilité, parce que je pense que c'est une bonne manière de toucher ou de faire passer, en fait, la sincérité aussi, tu sais, de ne pas essayer de cacher les faiblesses, puis de ne pas juste vouloir mettre en valeur les bons coups. Il y a quelque chose de rassurant de se retrouver dans les erreurs de l'autre ou, tu sais, de se sentir moins seul avec son passé des fois. Tu sais, on se juge sévèrement aussi. Dans Bouée, j'ai pas des erreurs si épouvantables, mais dans ma tête, tu sais, dans ma perception, il y a des choses que je trouvais donc épouvantables d'avoir pensé ça ou d'avoir fait ça. Puis ça reste anodin, mais on en a tous, tu sais, des épisodes qu'on repense avec honte ou avec en disant, mon Dieu, j'avais donc même pas un bon jugement, tu sais. Puis c'est le fun de se retrouver dans le mauvais jugement des autres, en fait. Oui, en fait, puis de porter un regard sur ce jugement-là, de ne pas porter jugement, dans le fond, quand on le raconte.
peu importe Ouais. ce qu'on choisit de raconter. Je me rappelle, Jocelyn, entre autres, un de tes livres, c'est un livre dont vous êtes le héros où l'autre élève veut tricher à l'école, puis dans le fond, comment on l'accompagne là-dedans. Dans Mort et déterré, il ne fait pas que des bons choix. Dans Les Nombris, on parle avec des thématiques assez ardues, mais on n'apporte pas nécessairement de réponse toute faite non plus. Donc, j'imagine que c'est un peu, ça revient un peu à l'aspect moral, justement, qu'on veut amener la réflexion, mais qu'on ne veut pas nécessairement donner de réponse non plus. Ben, les Certainement erreurs, c'est pas. ce qui nous construit. Hein? Donc, les erreurs, c'est la même chose pour un personnage. C'est ce qui le rend intéressant. Et c'est quand on peut amener le lecteur à comprendre l'erreur que le personnage fait et à vouloir voir de quelle façon il va s'en sortir. C'est là que tout l'excitement et puis l'apprentissage se produit. Donc, le défi, c'est de trouver la bonne erreur à faire au personnage. Oui, c'est ça. Et bien placer ses pions pour le rendre crédible et non pas trop attendu non plus, mais logique. Une bonne motivation pour l'amener exactement là, puis que tout le monde fait « Eh oui, j'ai fait cette erreur-là, moi aussi, comme tout le monde », puis de dire « C'est tellement gros, comment on a pu faire cette erreur-là » tu sais. Puis dans votre cas, en fait, Catherine, on s'imagine bien que c'est à travers son vécu, donc des journaux intimes, du matériel, on retourne en arrière. Et dans le cas, quand on parle de fiction, est-ce qu'on a une liste justement d'erreurs, de gaffes, de choix, des éléments à qui piger où on essaie de se garder des banques à idées justement pour voir un peu de quelle manière on pourrait faire trébucher nos personnages, un peu les faire vivre des moments formateurs. Donc, parce que dans le fond, il faut quand même livrer beaucoup de production, beaucoup de matériel à travers tout ça, à travers tout ce que vous faites aussi. Ça prend beaucoup d'erreurs. Il faut fouiller dans son background personnel pour aller récupérer des vieilles erreurs. Mais c'est souvent des erreurs qu'on fait adultes aussi, qu'on fait « Oui, non, ça fonctionnerait très bien. Les jeunes le font, ça va. » Donc, il s'agit simplement de revenir à ce qu'on disait, dans le fond, c'est que l'adolescence n'est pas si lointaine que ça de l'âge adulte en ces temps et en cette ère. Alors, on peut encore faire des croisements, puis on est tous marqués au bout du compte par cette période-là à différents degrés, pour le meilleur et pour le pire. Ben, de toute façon, on ne peut que raconter ce qu'on est en train de vivre, ou ce qu'on a vécu. On peut faire un effort d'imagination un peu jusqu'à un certain point, mais c'est toujours une part de nous qui vit. Si je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, mais c'est la part de moi qui vit dans ce personnage-là que je raconte parce que je peux pas écrire sur ce que je connais pas. C'est forcément. Eh bien, Jocelyn Boisvert, Maryse Dubuc, merci beaucoup d'avoir participé à Par la bande. Merci de l'invitation. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Et Catherine Lepage, de ton côté, on va t'inviter à diriger vers la table à dessin pour une séance de dessin en direct qu'on va exécuter. Je sors mes notes donc autour de la chanson ébouriffée d'Élie Doyon et La Tempête. C'est tiré de leur album Caresser la bête. Ça fait longtemps que t'habites plus au 556 6e rue, que ta balançoire sur le balcon, on l'a vendue. Ta permanente est décoiffée comme ta mémoire. Ah 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 ah. Ébouriffée. Encore parfois, tu te réveilles, l'esprit surpris, soudain s'éveille. Dans ta tête, tout est limpide, mais c'est en bribes.
la peur et la honte te figent. Ton regard, ah 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 ah, devient humide. Et chaque jeudi de la semaine, y a la visite qui se ramène dans ta chambre stérilisée, couleur de crème. Ton corps vidé de sa présence, celle qui berce ça. Ah 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 ah. Toute notre enfance. Alors, on remercie Élie Doyon et La Tempête pour leur pièce Ébouriffée, tirée de l'album Caresser la bête. Et on poursuit, toujours ici à part la bande, toujours ici à la Maison de la littérature dans le cadre du 34e Festival Québec BD et toujours autour de la thématique de l'adolescence et de la maturité. Et Catherine Lepage et moi sommes maintenant rejoints par Marie-Noëlle Hébert, autrice de La Grosse LED. Marie-Noëlle Hébert, bonjour. Bonjour. Alors, dans La Grosse LED, Marie-Noëlle, en fait, tu nous amènes dans des souvenirs marquants au fil de ton évolution, de ton acceptation de toi-même, certaines quêtes identitaires, on pourrait dire aussi. Qu'est-ce qui t'avait amené vers ce récit-là? Est-ce que c'était un peu presque par nécessité, dans le fond, que tu nous amenais et que tu nous as proposé ce récit-là? Oui, c'est vraiment, en fait, dans une situation de crise personnelle, je pourrais dire dépression. Puis, soudainement, il fallait que... c'est comme si ça m'était tombé dessus, l'idée de faire une bande dessinée. Puis ça... Tu sais, c'était comme un appel qu'il fallait que je fasse mon enquête puis que je fasse ma bande dessinée. Donc, puis ça... Par contre, ça m'a fait encore plus plonger dans la dite dépression. Donc, en faisant la bande dessinée. Oui, parce que j'imagine qu'il a fallu ressasser, ramasser des moments qui ne sont pas nécessairement faciles de ton existence, d'étapes de ta vie. Ça n'a pas dû être facile de rebrasser tout ça. Là, Non, exactement. Puis c'était de découvrir d'autres choses, de faire des liens. Tu sais, j'avais des tableaux, des dessins. On dirait que je faisais une enquête. Tu sais, j'aurais pu avoir sur mon mur des fils rouges. Tu sais, je comprenais pourquoi j'allais pas bien à ce moment-là, dans le fond, grâce à tous les liens que je faisais. Et il y a un côté thérapeutique, j'ai l'impression, dans votre travail mutuel, dans le fond, parce que quand on parlait de dépression en ouverture d'émission, mais toi aussi, ça t'a amené à aller vers la bande dessinée. Il y a une notion de volonté de te connaître un peu mieux qui t'a amené vers Boué. Il y a quelque chose un peu de thérapeutique dans la création, Mais c'est drôle parce que Marie-Noëlle, moi, j'aurais pas été capable. Mon premier livre parle de dépression, 12 mois sans intérêt. Je l'ai écrit après ma dépression parce que j'avais plus envie de dessiner. Mais bon, j'étais comme en arrêt de travail aussi. Puis tout ce qui avait rapport à la création, ça m'étourdissait. Fait que j'aurais pas pu faire le livre en dépression. Mais l'idée du titre, par contre, m'est venue en voyant une vitrine payée en 12 mois sans intérêt. Puis ça m'avait fait, c'est ça que j'étais en train de vivre, tu sais. Puis je m'étais dit, ça ferait un bon titre pour un livre, mais je l'ai comme laissé de côté, puis j'y suis revenue plus tard. Puis le côté introspection, tout ça, je l'ai fait avec plus de recul parce que je pense, effectivement, ça doit être très douloureux de le faire pendant que tu vas pas bien, là.
mais je l'ai pas fait seule dans le sens que je suis entrée aussi en thérapie. Tu sais, je me souviens, j'allais voir ma psychologue, je revenais, tu sais, en larmes sur le chemin du retour. Je m'assoyais à mon bureau, puis je dessinais, puis là, la semaine d'après, la même chose. Tu sais, on dirait que... Puis je disais mes planches. Tu sais, je racontais ma bande dessinée, comment que ça... Donc, tu consolidais tes séances un peu en les redessinant ou en... Ben, avec les liens qu'on avait faits, puis Oui. c'est ça. Mais toute seule, je sais pas si ça aurait fonctionné. Tu sais, c'était vraiment difficile. C'était autant avant que pendant. Puis une fois que tout a été comme construit, puis que ça a été le moment de dessiner, ben là, la peine était tellement loin derrière moi parce que j'avais juste des personnages à dessiner rendus à un certain point. Tu avais été au bout de ta peine, dans le fond. Oui, ben, tu sais, il y a d'autres peines, mais celle-là, c'était correct. Ça te faisait pas replonger dans l'émotion. Dans le fond, tu restais dans le plaisir de dessiner puis de faire les images finales, en fait. Oui, exactement. Faire du beau avec du lait, c'est ça que je me disais. Oui, mais c'est ce que je dis souvent, moi aussi. Tu sais, ce qui était à la naissance de 12 mois sans intérêt, c'était de faire du positif avec une expérience négative. Là. Oui, puis j'imagine qu'en fait, c'est de replonger avec recul ou sans recul ou un peu un métissage des deux. De ce que j'en comprends, ça permet un peu d'ordonner. Dans le fond, avec Boué, de ton côté, on retourne dans ton adolescence pour essayer de voir quel choix, quelle décision, quel élément tu as mis en place qui ont mené à ça. C'est un peu ce que Marie-Noëlle, tu fais aussi avec la grosse LED, où tu retournes en arrière, tu vois un peu tous les mécanismes qui sont bâtis autour de toi pour, dans le fond, bousculer d'atteindre un peu mutuellement votre estime de vous-même, le regard que vous portiez sur vous-même qui était devenu soit un peu faussé, soit un peu dans une quête d'acceptation. Donc, c'est un travail qui a quelque chose de... Bon, je vais dire égoïste, c'est pas le bon mot, mais il y a quelque chose de très moi, de replonger dans notre vécu. Puis en même temps, les feedbacks que j'ai eus, c'est que les gens s'y reconnaissent quand même. Puis je pense que le fait d'être très personnel, c'est notre seule manière d'en parler avec le plus de vérité possible. T'sais. C'est la seule manière de témoigner avec sincérité, la manière la plus concrète de faire partager l'expérience à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est ou à quelqu'un qui le vit aussi, mais qui n'a pas nécessairement les mots. Oui, puis en le faisant aussi, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Tu sais, moi, le nombre de témoignages que j'ai reçus, tu sais, en la faisant, j'avais même pas pensé au lecteur parce que c'était tellement une démarche personnelle. Puis c'est au cours du processus d'édition que là, mon éditeur m'a dit « OK, il faut que tu penses au lecteur ». Puis finalement, ça, tu sais, c'est devenu... ma BD touche plein de gens. Alors, en tout cas, alors que c'est une démarche elle est quasiment égoïste, comme tu sais, très... c'était pour m'en sortir que je l'ai fait. Puis en fait, même dans Boué, ton sentiment de leur quête d'amour, puis de tout le temps tomber en amour avec le premier venu, puis que ça m'a tellement parlé, là. J'étais totalement comme ça. Chaque soir, avant de me coucher, je m'imaginais avec le beau prince charmant du moment. Puis, tu sais, c'était pas d'ordre sexuel, c'était vraiment, tu sais, une espèce de... Un sauveur ou quelqu'un qui te réconforte ou qui a la force que tu trouves pas en toi, puis qui t'aime inconditionnellement. C'est drôle, cette construction-là d'un personnage impossible, là, mais qui est comme la force que tu trouves pas toi-même ou qui t'apporte l'estime que tu t'accordes pas, on dirait un peu. Oui, mais c'est tellement des gens qui n'existent pas, tu sais, c'est vraiment l'ordre du fantasme amoureux qu'on nous a montré enfant aussi, là, l'espèce de prince. Mais, en tout cas, moi, c'était Spike de Buffy, entre autres, de Buffy contre les vampires. OK, ben tu sais, on n'a pas le même âge, fait qu'on n'a pas les mêmes références. Puis tu sais, c'est fou comme c'est des personnages de fiction. Des fois, tu sais, je pense que les gens qui les ont créés réalisent pas là que, tu sais, moi c'était Candy à mon époque. Puis il était pas fin les gars en plus. Là, il était un peu mystérieux et ténébreux et rebelle et sauvage un peu. Un peu comme Spike en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais ça nous montre des modèles masculins qui ont, tu sais, en tout cas, tu sais,
c'est un autre sujet, là, mais des modèles masculins inatteignables qui vont te faire mal, mais qui vont, qui vont toujours te garder une distance avec toi. C'est totalement toxique. T'sais. Mais j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à rêver à ça. Moi, je trouve ça épouvantable. J'espère que ça... moi, j'ai des jeunes filles, là, fait que je pense beaucoup à ça. Là. Les modèles de la fiction, je trouve ça délicat à quel point ça nous sème des idées quand on est jeune. Hein. On en parlait un peu par la bande, justement, de cet élément-là, mais justement, l'effet pas nécessairement de contre-exemple, mais de témoignage, dans le fond, de dire, quelqu'un de 15 ans qui lit Boué, quelqu'un de 15-16 ans qui lit La Grosse Lettre, qui voit, qui comprend soit des mécanismes à lui, soit de d'autres aussi. J'ai l'impression, puis on revient un peu à la sincérité de vos témoignages dans ces ouvrages-là. C'est peut-être un peu comme ça qu'on va essayer d'aller rejoindre justement la personne qui a besoin de lire ce livre-là ou qui va aller chercher quelque chose pour aller chercher un modèle qui est peut-être un peu plus positif que ce qu'il aurait le réflexe d'aller chercher ou une concordance, une résonance avec son expérience, dans le fond. C'est un peu... Est-ce qu'il y a un peu de cet élément-là où qu'on se dit, on lance une bouée à la mer, on lance un témoignage, puis c'est tellement personnel que... moi, maintenant, je le fais consciemment. À 12 mois sans intérêt, j'avais pas aucunement conscience de la portée que ça pouvait avoir. Puis là, j'ai compris que ça... De puiser dans mon personnel, ça trouve écho, puis ça apporte un réconfort. Fait que maintenant, je le fais... toujours en essayant d'être le plus sincère possible, puis d'aller, encore une fois, chercher ma vulnérabilité. Puis maintenant, c'est beaucoup plus thérapeutique, puis je suis un peu rendue dans une démarche qui ressemble à la tienne, dans le sens que je suis encore en train d'entamer des démarches avec un psy, parce que là, je suis en train d'écrire, puis ça me soulève des affaires, genre, hey, je vais en discuter avec quelqu'un, parce que il y a quelque chose de... Bref, il y a quelque chose de... Maintenant, je sais qu'il y a d'autres personnes qui s'y retrouvent, fait qu'on dirait que je veux être sûre aussi de tirer les bonnes conclusions, ou en tout cas... Non, c'est sûr, parce que c'est un des trucs que j'ai aussi abordé en faisant La Grosse Lettre, c'est qu'au niveau grossophobie, je voulais pas que en parlant de grossophobie, je voulais pas que ça devienne grossophobe. C'était une de mes craintes. Donc, je l'ai fait lire par même des gens... comme Julie Artachot, c'est une militante contre la grossophobie. Tu veux pas faire ce type d'erreur-là. Vu que c'était très personnel, puis que aussi que le sujet a évolué avec les années. Quand j'ai commencé La Grosse Lettre, personne parlait de grossophobie, du moins en français, c'était plutôt dans les milieux anglophones. Puis là, arrivé à la fin, je trouvais qu'il y avait des choses qui passaient plus, que c'était... Je me trouvais grossophobe. Donc, là c'est là que j'ai constaté qu'il pouvait avoir un regard extérieur aussi, mais quand tu Est-ce que tu as changé des choses à cause de ça? Oui. OK. Ouais, mais pas à cause de ma... je veux dire, Julie Artachot, ma conseillère, là, mais elle l'a lu, puis elle m'a dit, mais par moi-même. Oui. Tu sais, en particulier, il y avait une scène que j'avais fait où je m'imaginais plus grosse, comme si c'était laid. Aujourd'hui, dans mon cheminement, je sais qu'être grosse, c'est pas laid, mais quand je l'ai fait, j'étais tellement dedans que... Puis je faisais beaucoup de grossophobie envers moi-même, donc, tu sais, ça c'est 6 ans, là, tu sais, ça fait que tes idées évoluent aussi en faisant... ça m'a pris 6 ans à la faire. Là. OK. Ah oui, mais ça, c'est clair. Moi aussi, mes albums sont faits sur des longues périodes, puis à un moment donné, il faut uniformiser ou ça a évolué en cours de route, mais en même temps, ça reste un témoignage très personnel, ton livre, qui est hyper touchant puis troublant. En même temps, tu sais, je pense que le fait que ça soit un témoignage personnel, ça te permet de dire ce que tu veux aussi. C'est ta perception à toi. Faut pas non plus que tu deviennes la personne qui porte la cause sur tes épaules, mais... Non, mais j'avais pas l'impression de la porter. Puis même après, là, j'ai pas du tout cette pression-là. Parce que, aussi, quand j'ai... C'était pas ça le but, tu sais, c'était vraiment juste de témoigner. Puis, pour me rendre compte que ce témoignage-là... la plupart des personnes grosses ont vécu la même enfance.
c'est ça, c'est comme toujours le même parcours là, typique. Ouais. Fait que c'est venu rejoindre beaucoup de personnes. C'est sûr. Ouais, mais c'est comme... vu que c'était un sujet délicat, je voulais pas blesser, tu sais. Ah, je comprends. Et on peut découvrir, évidemment, je le rappelle, ce que tu as livré autour de ça et autour de cette période-là de ta vie dans la grosse LED. Marie-Noëlle Hébert, merci beaucoup de nous avoir rejoints par la bande. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Bye. Et Catherine, en fait, de ton côté, quand on regarde un peu, quand tu replonges dans tes livres, dans tes ouvrages, est-ce que tu portes un regard sur, dans le fond, l'expérience que tu partages? Est-ce que ça vient changer un peu le regard que tu portes sur toi? Ou est-ce qu'avec le temps, le regard que tu portes sur ces albums-là, qui sont des flashs de périodes précises de ta vie, de moments difficiles, ça vient à changer un peu aussi? Donc, je veux dire, ça doit être une relation particulière à entretenir avec ces albums-là. Tu parles des albums à la suite de l'autre, oui. Ben, pour moi, il y a deux niveaux dans la réponse. Tu sais, il y a le livre lui-même au moment où je l'ai fait, son esthétique, la manière au moment où je l'ai fait. Et il y a ce de quoi il traite, qui peut être d'une autre époque. Fait que, tu sais, il y a plusieurs layers d'explications. Je pense que tous mes livres, je les assume avec leurs défauts. Puis je pense qu'une fois qu'ils existent, je tourne la page. Peut-être parce qu'ils ont contribué à te construire aussi à leur façon, de toute façon. Oui, puis ils ont leur propre vie. C'est comme si ça ne m'appartient plus. J'ai mis dedans ce que j'avais à mettre. Puis là, ils vivent leur vie, ils trouvent leur public. C'est des créatures autonomes. Oui, éventuellement, on les laisse aller, un peu comme les enfants, au bout du compte. Là. Allez faire votre bout de vie de votre côté, puis des fois de replonger aussi dans des artefacts qui sont rattachés à ces albums-là. Je pense, entre autres, puis je voulais pas passer sous silence, mais entre autres, tes bottes, c'est les bottes de cow-boy de bouée, donc si on se doutait de l'aspect autobiographique, ben il est là. Oui, donc... c'est mes authentiques bottes que j'ai achetées avec ma première paye, c'est eux autres. Et je les ai retrouvées dans le sous-sol chez mes parents. Donc, quand on replonge un peu dans les souvenirs, on retrouve aussi les objets, parce qu'il a fallu que tu replonges dans tes souvenirs, dans ton passé aussi, dans tes vieilles boîtes pour... Bien, ma mémoire, quand même, là-dessus, j'ai pas tant eu à fouiller, tu sais, pour me remémorer. Ça, c'est les expériences que j'ai revisitées dans Boué, c'est des choses qui m'ont marqué, donc j'ai pas besoin de fouiller loin pour les voir, là. Mais c'est plus par plaisir que, tu sais, quand je vais chez mes parents, je refouille dans mon ancienne chambre, les choses qui restent, puis... Et peut-être en terminant, Catherine, en fait, et je vais de façon très, très large, en fait, on s'en est parlé avant le tournage, donc quand on parlait d'adolescence ou de maturité, mais au sens large, quels albums ça t'évoquait, quelle lecture, quand on dit ces mots-là et leur famille associée, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu recommanderais, dans le fond, aux auditeurs, auditrices? Oui, bien, moi, j'ai beaucoup aimé Unlovable de Esther Pearl Watson, que j'ai lu en anglais, mais je pense qu'il a été traduit en français aussi. Mais en tout cas, supposément que c'est un journal intime qu'elle a trouvé dans une station-service et qu'elle a décidé de mettre en image. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se passe à l'adolescence. Puis c'est vraiment une fille qui est rejet, c'est trash. C'est toute une période qui est très bien décrite, en fait. Et il y a un petit côté nostalgie aussi, parce que c'est une adolescence dans les années 80-90. Fait qu'il y avait un parallèle que je trouvais le fun avec Boué, mais c'est vraiment un autre... c'est sous forme de journal. L'île aux ours, en refouillant dans ma bibliothèque, quand je savais qu'il fallait que je trouve des titres en lien avec l'adolescence, j'ai réalisé que L'île aux ours, c'est une BD que j'ai lue, qui est sortie en 2007, puis je l'ai lue au moment où c'est sorti, puis ça m'avait... frappé à quel point c'était rafraîchissant. Puis je l'ai relu avant de venir ici, puis je me suis demandé à quel point c'est pas ça même qui m'a inspirée il y a très longtemps. C'est qu'il a semé la petite graine de parler moi aussi de mon adolescence. Parce que dans le ton, Pierre Bouchard, c'est super sincère et il y a quelque chose de très vernaculaire dans tout le côté campagne. J'ai reconnu des expériences aussi là-dedans. Puis bref, je pense que ça a semé la petite graine, ce livre-là, d'après moi.
Fait que je l'ai trouvé encore aussi le fun à lire cette semaine. Et sinon, il y a les albums de Fanny Britt avec Isabelle Arsenault, Jane Le Renard et moi, puis Louis parmi les spectres, qui sont des belles lectures sur des personnages adolescents. Et moi, je viens du milieu de l'illustration, ça fait que c'est sûr que les images d'Isabelle Arsenault puis sa manière de faire de la bande dessinée, ça m'interpelle beaucoup. Fait que c'est des suggestions qui sont plus près de moi. Ben, Catherine Lepage, merci beaucoup pour ces idées. Et merci beaucoup pour l'émission. Merci. Et ben, merci aussi à vous, évidemment, pour avoir partagé cette émission avec nous. Je rappelle par la bande présentée dans le cadre du 34e Festival Québec BD. C'est Raymond Poirier. Un plaisir à nouveau. Et on se dit à la semaine prochaine où on parlera de migration et d'identité. Alors, c'est un autre rendez-vous à Par la bande.